Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler de films d'animation de type animé. Voilà, tout ce qui est animé Japon, vous connaissez plus ou moins les bails. Et tout particulièrement de mes films d'animation préférés pour adultes. Entre gros guillemets, hein, parce que je sais que c'est un peu équivoque de dire film d'animation pour adultes, mais vous m'avez compris, hein, là je parle pas d'hentai. Hein. Là je parle d'animation, bon, en mode un peu seinen, voilà, adulte quoi. Parce que oui, dans le monde occidental, l'animation a historiquement la réputation d'être un médium destiné aux enfants. Et oui. Et bien que ces dernières années, la popularité des émissions de télévision, des films d'animation, destinés aux adultes est quand même assez explosée dans le monde entier, les Japonais sont quand même les premiers à créer d'excellents contenus d'animation matures depuis des décennies. L'animation japonaise a toujours repoussé les limites de la narration, tant sur le plan thématique que surtout sur le plan visuel. Et de nombreux exemples des plus captivants de la créativité du médium se présentent quand même sous la forme de films d'animation venant du Japon. Et oui. D'autant plus que les animés un peu violents, il y en a quand même pas mal, hein, que ce soit Chainsaw Man ou même Hero Zero, hein, voilà, qui sont effectivement des animés qui présentent une certaine abondance de gore, de contenu explicite et de thèmes matures, donc forcément ça se retrouve dans les films d'animation. Et donc, certains de ces animés se présentent sous la forme de longs métrages, et qui ont été à l'origine de la popularité internationale de l'animation un peu mature, hein, et ces films continuent donc de nous faire bien kiffer. Et c'est donc de ces films dont on va parler, hein, et de ce que je considère comme étant mes 5 films d'animation japonaise pour adultes les plus stylés. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Alors on va commencer avec, écoutez, un film dont j'avais déjà parlé, Ninja Scroll, qui, il me semble, est sorti il y a bien longtemps, en 93. Alors, Ninja Scroll, on va dire, c'est un classique culte de l'animation gore, voilà. Parce que, malgré son intrigue un peu trop classique, hein, j'en avais déjà parlé lors de ma vidéo sur les 10 meilleurs combats, tout animés confondus, j'avais parlé de Ninja Scroll, et je vous avais dit que le scénario était un peu merdique. Cela étant dit, quand on regarde Ninja Scroll, on regarde Ninja Scroll. Voilà, c'est-à-dire qu'on regarde pour l'animation. C'est un truc de fou. Donc rapidement, le film se situe dans le Japon féodal, et donc on suit le personnage principal qui s'appelle Jubei Kibagami, qui est donc un samouraï mercenaire, qui donc combat des guerriers ninja surpuissants, et donc ça permet effectivement à Jubei d'affronter son passé un peu tourmenté, son passé un peu trop dark. Voilà, encore une fois, c'est pas une histoire à casser 5 pieds à un connard, ça c'est une évidence, mais au niveau de l'animation, je pense que bon, de toutes les manières, vous le voyez de vos yeux, hein, voilà. Je vais mettre effectivement quelques scènes de combat dans le montage de cette vidéo, voilà, bon, regardez, c'est un truc de fou, quoi. Et c'est sorti en 93, les gars. C'est quand même un truc de ouf. C'est bien dommage que voilà, ils aient pas pu mettre 2 yens de côté pour acheter les services d'un scénariste. Ça aurait été quand même sympa d'avoir un scénario sympa. Mais voilà, au niveau de l'animation, c'est un régal pour les yeux. Voilà, si vous voulez effectivement voir des combats ultra vénères, ultra gore et super bien animés, bon voilà, vous savez à quelle porte toquer. Et bon, puisqu'on parle de films d'animation japonais qui se passent dans le Japon féodal, où il y a des samouraïs qui se tapent dessus, écoutez, forcément, on va parler de Sword of the Stranger. Alors, encore une fois, là, il s'agit d'un film d'animation avec un scénario, on va dire, pas extraordinaire, qui nous conte donc le récit d'un ronin solitaire, engagé par un enfant orphelin, donc Kotaro, afin de le protéger contre des assassins mystérieux venant de Chine. Voilà. Bon, alors, pourquoi je vous parle de Sword of the Stranger si le scénario est pas si bien ? En fait, encore une fois, l'animation, et tout particulièrement l'animation du combat final. De toutes les manières, la vérité, vous n'avez même pas besoin de regarder le film, juste regarder le combat final sur YouTube, et c'est bon, voilà, Sword of the Stranger, vous pouvez le mettre de côté. Je suis un peu méchant, le scénario n'est pas si mauvais, parce que quand même, la relation entre Nanashi, donc le personnage principal, hein, le samouraï, hein, bon, et Luo Lang, le grand méchant, l'espèce de blond chinois, là, chinois blond, voilà, bon, écoutez, même à l'époque, les Chinois se prenaient le grand remplacement, hein, le grand remplacement par les Caucasiens, c'est intéressant ça, bref, je m'égare. Leur relation est quand même intéressant dans le sens où Nanashi comme Luo Lang sont en vérité des Caucasiens justement, ce sont des Blancs, hein, ce sont des Européens il me semble, hein, voilà, et qui donc essaient du mieux qu'ils peuvent de s'intégrer dans les sociétés asiatiques, voilà. Luo Lang a grandi en Chine, tandis que Nanashi a grandi au Japon. Voilà. Et donc tous les deux essaient d'être acceptés par leur père, malgré le fait que ils sont clairement pas asiatiques. C'est assez intéressant, et tous les deux ont des manières différentes de se faire accepter. Luo Lang en massacrant tout le monde, et Nanashi en essayant quand même d'être un mec plutôt sympa. Donc voilà, les thèmes sont intéressants, c'est sympathique, l'opposition entre Nanashi et Luo Lang est sympa, et Luo Lang en réalité est ultra charismatique. Ça faut quand même le dire, c'est un super méchant, mais bon, je
dirais que c'est la seule chose vraiment de remarquable en termes d'écriture hein, dans ce film. Clairement, si vous voulez vous intéresser à ce film, regardez le combat final entre Nanashi et Luo Lang. En termes d'animation, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Allez, on continue avec, eh bien écoutez, forcément, Evangelion, et donc The End of Evangelion, qui est donc un film d'animation, forcément sur Evangelion, et qui est donc une fin alternative, hein, cet animé emblématique hein, de Hideaki Anno, qui est sorti en 95, et qui donc offre à la série une conclusion assez sombre et surtout incertaine. Parce que oui, on va pas se mentir, la fin originale de l'animé, c'était du n'importe quoi. C'était complètement... mais incompréhensible, imbitable, et d'ailleurs c'est tellement devenu imbitable que c'est devenu un trope, hein. Il me semble que c'est devenu un trope, oui, effectivement. Sur TV Trope, il y a un trope qui s'appelle le Gainax Ending. Voilà, le Gainax Ending, c'est quoi ce trope? C'est en fait, c'est quand un animé, ou quand n'importe quoi en réalité, quand n'importe quelle œuvre de fiction a une fin complètement psychédélique à laquelle tu ne comprends rien du tout. Voilà, bah, dès que tu vois ça, tu vois, tiens, c'est une Gainax Ending, ça. C'est pour vous dire à quel point ça a marqué tout le monde. Heureusement, il y a eu le film The End of Evangelion, qui est sorti peu après. Ça fait plaisir, mais bon, ça fait plaisir, mais ça fait pas si plaisir que ça, car il s'agit effectivement d'une conclusion apocalyptique au récit de Shinji, qui s'établit un peu comme une réinterprétation beaucoup plus mature de l'histoire dès la toute première scène. Il s'agit quand même de la fusion de toute la conscience humaine, désintégration totale du monde, voilà, séquences terrifiantes d'images d'horreur surréalistes, voilà, là on est clairement niveau Lovecraft. Je pense que ça... Voilà, bon, de toute façon, le visuel de The End of Evangelion, je veux dire, c'est devenu culte. C'est devenu culte, voilà. Donc, je vous mettrai quelques séquences, voilà. Tout le monde connaît, même si vous connaissez pas Evangelion, même si vous avez jamais vu un seul épisode, vous connaissez voilà, les visuels de la fin de ce film qui est complètement dingue, tout simplement. D'ailleurs, en parlant de film complètement dingue, bien évidemment, on va parler de Perfect Blue. Alors, là, effectivement, il s'agit d'un chef-d'œuvre, évidemment, un chef-d'œuvre surtout d'horreur psychologique, puisque là, il s'agit d'un des premiers films réalisés par, on va dire, l'un des plus grands maîtres de l'animé, hein, Satoshi Kon, et qui est donc d'une richesse thématique assez inégalée, hein, je veux le dire. Bon, en gros, rapidement, là, il s'agit effectivement de l'histoire de Mima, il me semble, hein, qui est donc une idole pop, hein, bon, voilà, une idole, comme ils disent, qui est donc à la retraite, et qui commence peu à peu à perdre prise sur son identité, tout en poursuivant une nouvelle carrière d'actrice. Elle sombre peu à peu dans l'horreur absolue, alors qu'elle se fait harceler par un fan, bon, assez obsessif, un stalker vraiment particulièrement dégueulasse. Je pense que lui, sur Tinder, voilà... je pense pas qu'il a je pense pas qu'il ait de succès, c'est une évidence. Et clairement, l'horreur de ce film est multiforme en fait, puisqu'elle vient à la fois du malaise subtil de la distorsion de la vision de Mima, de ce qui l'entoure, et de la peur, on va le dire, installée dans notre esprit par quand même le stalker absolument terrifiant, qui est donc l'antagoniste du film. Voilà. Par contre, effectivement, il y a pas mal de passages très explicites, que ce soit sexuels ou en termes de violence, donc voilà. Encore une fois, à ne pas mettre entre toutes les mains, ça c'est une évidence. Mais, encore une fois, Perfect Blue est vraiment super parce que il met en place vraiment des questions de terreur existentielle et tout ça, on va dire, un peu enrobé dans la psyché fragmentée de Mima. Je trouve ça très intéressant. C'est un grand film, on va dire, c'est un grand film de toutes les manières. Je pense que la plupart d'entre vous l'ont peut-être déjà vu. C'est un film qui, on va le dire, assez connu. Voilà. Et on va finir avec Akira. Bah forcément Akira, je veux dire, bon, c'est un peu le film qui a un peu fait découvrir le monde de l'animation japonaise à travers le monde, il me semble, hein, Akira. C'est donc, je pense, le film d'animation, entre guillemets, seinen, entre guillemets, adulte, le plus influent de l'histoire. Puisque bon, non seulement... l'animation est extraordinaire, mais en plus il a popularisé le genre du cyberpunk, c'est quand même pas mal, et il nous a montré à tous le remarquable potentiel de l'animation destinée aux adultes, parce que jusque-là, l'animation c'était un peu pour les gosses, enfin je dis ça, je dis rien, hein. C'est vrai qu'il y avait aussi quand même Watership Down et autres Plague Dog, effectivement, qui est donc des films d'animation européens et américains, non seulement européens, il me semble que c'est anglais. Bref, en tout cas, voilà, bon, il y en avait, mais il n'y en avait pas tant que ça, il y avait aussi Metal Hurlant, mais voilà. Je pense que, clairement, Akira fait partie un peu de ces films d'animation qui nous ont tous montré que oui, les animés, c'est aussi pour les adultes. Voilà, donc alors... Il s'agit donc de l'histoire de Tetsuo et de son pote Kaneda, qui essaient de survivre dans les rues déchirées de Neo-Tokyo, qui est donc, il me semble, la ville de Tokyo, après le passage d'une bombe atomique. Bon, j'ai envie de dire les bombes atomiques, malheureusement le Japon, ils connaissent. Hein. Donc dans ce film-là, il s'agit clairement de la descente aux enfers de Tetsuo, qui passe d'un espèce de gamin un peu voyou, mais un peu maltraité, un peu vu comme de la merde par ses potes, une espèce de monstre capable de
prouesse télékinétique et psychique absolument terrifiante. Et je pense que clairement, quand on pense à Akira, on pense forcément à la scène du satellite. De la scène du satellite où Tetsuo décide d'aller dans l'espace pour aller défoncer un satellite qui a essayé de le tuer à coups de laser quelques minutes avant, quoi. C'est quand même un truc de ouf. Bien entendu, on pense aussi à la scène de fin, d'horreur... on va dire un peu Lovecraftienne, où Tetsuo perd le contrôle et devient une espèce de monstre abominable, sanglant et dégueulasse. Voilà, bon, je pense qu'en termes de visuel, Akira n'a de leçons à recevoir de personne. Bon allez, on va dire que la vidéo est terminée, mais il y a encore 2-3 petites mentions honorables. Hein. Bon, alors déjà, il y a le film Redline. Alors en termes d'animation pure, je pense que c'est la plus grosse claque que j'ai jamais eue de ma vie. Voilà, Redline est effectivement un film d'animation, je crois de course, un peu steampunk, un peu futuriste, voilà, où tu vois des gens en train de faire la course, voilà, tout simplement. Bon, si j'en ai pas parlé, c'est justement parce que, bah, en fait, il y a que ça, en fait, en ce qui me concerne, dans le sens où le scénario est, en ce qui me concerne, totalement indigent. Vraiment, n'a aucun intérêt. En plus, il y a pas mal de fanservice un peu inutile, bref, voilà, quoi, à déconseiller pour les enfants assez jeunes. Nudité un peu bête. Mais c'est vrai qu'en termes d'animation, et si vous aimez un peu délire un peu les fous du volant, voilà, avec Satanas et Diabolo, allez-y, bon, ce film est quand même pas mal, mais ça s'arrête là. Alors voilà, dites-moi s'il y a d'autres films que j'ai manqués. Après, bon, bien sûr, je sais qu'on va me parler d'autres films comme I Want to Eat Your Pancreas ou je sais pas quoi, bref. C'était des très bons films, sur ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo si celle-là est particulièrement appréciée. Alors, on va s'arrêter là. Lâchez un like si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous pour encourager la chaîne. Et d'ailleurs, encouragez la chaîne financièrement si vous le pouvez, avec des dons, avec Patreon. Peut-être en prenant mon PDF si vous le pouvez. Voilà, et si vous ne pouvez pas, il n'y a pas de souci. Juste un petit like suffira. Prenez soin de vous et à la prochaine.